Let's kick off. Welcome to the Urban Tech Hub podcast. Ah non, c'est vrai, c'est en français. Bienvenue sur le podcast Urban Tech Hub pour une fois qu'on le fait en français. C'est un podcast où on va accueillir des capitaines d'industrie, mobilité, énergie et immobilier. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la dimension entrepreneuriale et surtout sur la dimension multi-entrepreneuriat, ce qui est quelque chose qui est proche de mon cœur parce que je le fais aussi. Et donc j'ai le plaisir d'avoir sur le grill Julien Van de Leen de Bipark. Bienvenue. Bonjour Idriss. Hello. Peut-être première question, avant qu'on attaque le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et peut-être quelles sont tes passions? Alors, je regarde peut-être celle-là. Celle-là, ok, parfait. Bonjour à tous, Julien Van de Leen. Donc, j'ai 39 ans. Je suis plus tout jeune. Je me suis directement lancé dans l'entrepreneuriat directement après mes études. J'ai 3 enfants, une femme, j'habite Bruxelles. Et mes passions, c'est un peu en lien avec notre activité, parce que pour moi, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat comme ça depuis autant d'années si on n'est pas passionné. Ouais. Mais moi, ce qui me motivait, c'était vraiment le côté de la ville, l'émulation. J'ai toujours voulu être architecte. Et j'ai eu la chance de trouver une idée, une opportunité, qui était le lien entre l'immobilier et la mobilité. Et c'est le parking. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, on est beaucoup plus proche de l'immobilier qu'il n'y paraît. On rigole toujours en disant qu'on s'occupe des caves des immeubles. Mais en fait, on a un réel impact sur la manière dont les gens se déplacent en ville. Donc moi, j'adore le côté urbain, émulation que ça dégage, les gens, etc. Okay. Donc je considère que c'est une de mes passions, parmi d'autres. Donc c'est le côté vraiment urbain, la ville, faire des événements, aller à des expériences urbaines, etc. 100% d'accord. Petite digression sur le script, mais depuis que je suis devenu père, je me suis rendu compte qu'un des plus beaux cadeaux que tu as envie de faire à tes enfants, c'est leur permettre de découvrir leur passion. Parce que s'ils n'ont pas de passion dans la vie, ils sont beaucoup plus perdus. C'est la passion qui te rend en vie, c'est la passion qui te donne un sens et qui t'énergise, etc. Donc, tout à fait d'accord. Alors, tu as un beau track record de plusieurs boîtes que tu as lancées. Est-ce que tu peux peut-être brièvement présenter ton aventure en se concentrant sur les moments clés, les milestones qui ont eu un vrai impact, quoi. Ok, donc juste pour quand même expliquer un peu la genèse. Donc moi, je ne suis même pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, ni de business. J'ai 2 parents médecins. Et ce que ça aide finalement, parce qu'on dit toujours les fils de cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Donc ce qui est sûr, c'est que je ne voulais pas le faire dans le médical. Et alors le business, j'ai toujours voulu entreprendre. Et donc j'ai fait des études qui étaient liées à l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait une formation qui s'appelle CPME, qui s'appelle maintenant, je crois, INEO à l'UCL. Qui fait partie de la Louvain School of Management, qui te stimule à la détection d'opportunités et l'entrepreneuriat. Donc tu fais énormément de business plans, tu voyages, tu as des échanges aux États-Unis, etc. Donc ça, c'est vraiment, et je le conseille à toute personne qui a envie d'entreprendre, en tout cas de faire ce type de formation. Et donc dès le départ, ça m'a baigné dans l'entrepreneuriat parce que je devais constamment faire des business plans. Et une des premières idées que j'ai eues parmi tant d'autres, à part l'import de motos en Inde, on a voulu faire un site qui s'appelait Home and Away, qui était la jeunesse de Airbnb. Le premier projet, ça s'appelait à la base Easy Park, puis c'est devenu Bipark. Et donc c'était déjà en 2008 l'idée. La société 11, mais l'idée elle est venue en novembre 2008 quand j'étais en Erasmus au Canada et j'ai fait un city trip à Boston et j'ai reçu un flyer sans rue d'une société qui n'existe plus, qui faisait l'intermédiation de particulier à particulier. Donc c'est Idriss qui habite près de la plage et qui veut louer sa place de parking. Et donc ça a commencé comme ça. Et rapidement, je me suis dit, de cette idée, il faudrait l'adapter au marché européen et donc de faire du B2C. Ce B2C est devenu B2B, etc. Et donc si je prends les quelques milestones clés, c'est la création de Bipark en 2011, c'est les premières levées de fonds 2012-2013, mais attention, levée de fonds, c'était 300 000 € à l'époque, mais avec des entrepreneurs qui sont toujours, mais qui étaient très connus à l'époque, c'était les fondateurs de Kittrade Bank, Skynet, le CEO de Louis de Waal, le CEO du groupe Carrefour à l'époque, etc. Donc c'était vraiment du smart money. 2015, le groupe Bouygues, un groupe français qui fait quand même, qui était à l'époque 40 milliards de chiffre d'affaires, est rentré au capital. Et là, ça a été un peu on a cru que tout le marché allait s'ouvrir et en fait, c'était plus compliqué que ça en termes de synergie. On y reviendra, je pense. C'était une période où j'étais là d'ailleurs. C'était une période en effet où tu étais là. On a développé le marché français notamment ensemble. Et plus précisément la zone PACA. Mais donc c'était une période assez compliquée parce que beaucoup d'attentes et finalement on cherchait encore la manière dont on allait vraiment pouvoir scaler. On s'était développé en Espagne mais trop vite et finalement ce qui nous a un peu ramené c'était une opération M&A en 2017-2018 qui
qui était une période assez compliquée, je pourrais en parler plus précisément, où cette opération ne s'est pas faite, et ce qui nous a obligés à nous réinventer et à se concentrer sur la rentabilité. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, 2019, on a relevé des fonds, mais avec un family office luxembourgeois. Et voilà. Alors les quelques dates clés, parce que là, on est toujours concentré sur Bipark, la diversification, elle est venue après, parce qu'on voulait amener plus de lisibilité dans le marché. On a remarqué ensemble qu'on avait plusieurs business models au sein du même projet. On avait une société d'opération de parking qui était très locale, des marges très faibles, très résiliente, mais pas très rentable. Et on avait une société logicielle qui, du coup, avait un énorme potentiel, mais qui était un marché beaucoup plus global, beaucoup plus cash intensive. Et donc, on a décidé de faire ce qu'on appelle un carve-out, une scission partielle, et de scinder nos activités pour les loger dans des structures différentes et de financer la société logicielle. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur toute l'année passée. Et donc, c'était une année vraiment de structuration. On a scindé les activités, on a financé la boîte logicielle à hauteur de 3 millions parce que c'était nécessaire. Et Bipark, on a donné du coup une visibilité Bipark en standalone qui était beaucoup plus sexy parce que du coup elle était rentable parce qu'elle finançait plus la société logicielle. Et cette lisibilité nous a permis du coup d'être approchés par le leader mondial de notre secteur, qui est le groupe Indigo, donc ex-Vinci, qui a pris une participation majoritaire de 60% de la société. Donc ils ont racheté tous les actionnaires non opérationnels pour nous aider à développer le marché français et de commercialiser en B2B leurs actifs. Donc c'était vraiment une acquisition d'opportunités pour les deux parties. Ils n'ont pas mis de cash, donc c'est important de le préciser. Ils ont racheté les actionnaires. Ils ont racheté les actionnaires. Donc ils ont mis du cash pour racheter les actions, mais ils n'ont pas apporté de cash dans la société. Et donc assez sain finalement, parce qu'on était tous les deux alignés sur un objectif, c'était créer une croissance. Et donc on est en plein dedans, là, dans l'exécution. Excellent. Et donc voilà. Et puis après, il y a autre chose, il me semble. Il y a aussi Electra. Tout à fait. Donc, alors, comme quoi ça sert parfois d'aller à ces salons et à ces foires. Donc, au MIPIM, j'ai un dîner, je rencontre un Français qui me dit « Ah, t'es dans la mobilité », j'ai un de mes tout bons potes d'école qui vient de lever 5 millions sur… non, c'était quoi? C'était pas 5 millions, c'était 25 millions sur un PowerPoint, entrepreneur à succès, qui avait vendu sa société d'impression de photos, Cheers, en France, à des Allemands. Et il était dans l'infrastructure électrique, dans le fast charge. Et donc là, on était en 2022. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, je vais chaque semaine à Paris et j'essaye de faire des lunchs intéressants. Je me dis, je vais aller manger avec cet entrepreneur. Et le courant a assez bien passé. Et finalement, il avait comme plan d'expansion d'attaquer le marché belge, mais qui n'est pas un marché facile pour un Français, parce que 3 langues, parce que différences culturelles, etc. Et on s'est dit, il m'a dit, est-ce que tu n'as pas envie de faire un partenariat apportage de commission? Je lui ai dit, non, moi ça ne m'intéresse pas. Soit on fait un partenariat et on crée quelque chose ensemble. Et donc on a créé une société, une joint venture, dans laquelle Bipark est actionnaire, Electra est actionnaire, et on a développé le marché en France. Enfin, en Belgique, on a répliqué ce qu'ils faisaient en France et en Belgique. Excellent. Et pour le moment, ça fonctionne assez bien. Et Electra le vend en poupe, parce qu'ils ont levé la semaine passée 300 millions. Donc, la bagatelle de 300 millions. Donc ils ont levé, c'est une des plus grosses levées de fonds là, en France. Wow. Donc ils sont, c'est un business model qui est très capital intensif. Et donc ces 300 millions vont vraiment nous donner les moyens pour déployer aussi les contrats qu'on a en Belgique. C'est ça. Donc Electra, pour que l'audience comprenne, c'est vraiment des fast charging. Superchargeurs, tout à fait, pour les voitures électriques. Pas que sur les autoroutes. On a vraiment aussi la vocation de se mettre en milieu urbain, donc toujours en lien avec notre vision à nous de Bipark aussi, d'offrir des solutions pour les citoyens, pour que quand ils ont une voiture électrique, ils ne doivent pas aller en périphérie pour vouloir se recharger en 15-20 minutes, ils peuvent le faire en ville, quoi. J'aurais une question sur justement le potentiel de cross-fertilisation de toutes les différentes sociétés, parce que c'est ça qui est excitant quand on a un groupe de sociétés qui s'appuie se cross-fertiliser. Mais avant qu'on attaque avec ça, peut-être tu peux nous dire les chiffres clés de toutes ces différentes structures, comme ça on comprend le niveau? Oui, alors, pour Bipark, on est 40 collaborateurs sur 2 bureaux. On est 30 ici à Bruxelles, 10 à Paris. Donc, depuis évidemment l'arrivée du groupe Indigo, on a engagé massivement en France pour évidemment, c'est vraiment une équipe commerciale pour adresser le marché français. Depuis Paris, on opère l'Espagne. Donc, on a 2 personnes
espagnols Ok, qui prospectent trop bien. pour le marché espagnol. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas mis en Espagne? Pour éviter d'avoir 2 personnes dans un bureau à Madrid et toujours l'idée d'avoir des équipes qui soient énergisées ensemble. Bipark, l'année passée, ça faisait grosso modo 15 millions de chiffre d'affaires, EBITDA positif. Trop bien. Même si on est dans une phase où on creuse, parce qu'on engage beaucoup, mais sur fonds propres, le nouveau personnel. Et on veut viser des croissances toujours de 20 à 25% annuelles. Trop bien. Hyper important, Bipark a vraiment maintenant un objectif de diversification. Donc on est le premier partenaire de la région pour mettre en place des parkings vélos. On déploie énormément les réseaux de recharge lente, donc à l'intérieur, qui est le contraire d'Electra, donc du 11-22 kW à destination des bureaux et des résidents. Okay. Donc on investit nous-mêmes sous fonds propres, donc on utilise notre rentabilité pour investir dans de l'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment un élément important de diversification. Donc ça, c'est les chiffres clés. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour Bipark. EasyX, qui est notre solution logicielle, on avoisine plus ou moins les 200 000 euros de licence mensuelle. Top. Donc on a des belles croissances aussi. L'objectif cette année, c'est la rentabilité. Donc on voit que le marché a complètement changé. Aujourd'hui, on veut des sociétés résilientes, rentables et frugales. Donc on est vraiment là-dessus. On a levé du capital qui nous permet d'investir dans les équipes. Maintenant, on a vraiment ce cap de rentabilité. Le marché va, à mon avis, aussi se consolider. Donc on reste à l'affût d'opportunités de consolidation sur d'autres marchés. C'est une équipe de 20 personnes qui est sur 2 bureaux aussi, à Paris et à Bruxelles. On a nos bureaux ensemble. Et très très chouette perspective parce que marché en pleine ébullition, des immeubles qui doivent apporter du serviciel, mais vous connaissez chez PropTech Lab, et des corporates qui doivent apporter de la flexibilité à leurs collaborateurs avec le retour au travail. On voit que c'est une vraie tendance aussi. On a parlé beaucoup de télétravail, mais on voit que ce retour au travail, beaucoup de sociétés nous sollicitent pour réorganiser ce retour. Donc voilà. Et alors Electra, 18 personnes à Bruxelles. On a déjà sécurisé plus de 200 stations. Il faut savoir que l'investissement d'une station, c'est entre 400 et 600 000 euros. Et donc maintenant, les gros challenges, c'est vraiment le déploiement, les demandes de permis et mettre en place ces stations. Tu as dit un truc très important qui est vraiment le shift entre la croissance, mode croissance et mode rentabilité. Et c'est difficile de faire les deux, surtout quand tu ne vends pas d'equity ou quand tu finances toi-même ta propre croissance. Donc c'est vraiment un challenge dans lequel on est. Nous, on a grandi à 50% l'année passée. Sans jamais lever de fonds. Un autre sujet qui m'intéresse, c'est peut-être juste comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps en fait là-dedans. Parce qu'avec ces 3 boîtes, tu es CEO des 3 boîtes? Non, il y a Dorian qui est CEO de Non, moi je suis vraiment focus et c'est un de mes enseignements en entrepreneuriat. Le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il veut faire plein de choses. Et je pense que tu as un peu ce petit problème. Cette force, on va appeler ça. Non, mais c'est aussi une force. On a envie de suivre toutes les pistes et toutes les opportunités. On cherche. La réalité, c'est que dans l'exécution, tu dois avoir quelqu'un qui est omnibulé, focus sur un projet. Moi, mon projet, c'est Bipark. Je l'ai créé et j'irai jusqu'au bout du projet et de mettre les personnes qui sont plus enclins à soutenir d'autres projets. Je ne suis pas quelqu'un de produit et de software. Dorian était la bonne personne pour prendre qui connaissait depuis 6-7 ans là-dessus et il exécute ça très très bien. Donc Dorian est le General Manager CEO de EasyX. Et alors chez Electra, on a un General Manager aussi qui s'occupe vraiment de l'exécution. Donc moi, l'organisation de mon temps, c'est d'aider, c'est de mettre en place les best practices, c'est la mise en relation de réseau, de contact, mais vraiment sur un aspect commercial et funding. C'est ça. Et donc, stratégie, commerciale, funding. Mais tu as 1 jour, 2 jours par semaine, un truc comme ça? Je dédie des journées, donc c'est ça. après parfois on est flexible, mais le lundi c'est les one-to-one, le jeudi je suis à Paris, le vendredi c'est les reporting internes et les autres jours c'est les rendez-vous clients. C'est ça. Et est-ce que tu arrives justement à cross-fertiliser ces différentes boîtes? Oui, alors pour que ça fonctionne, il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours et que tout le monde va s'entendre, etc. Une société, c'est des intérêts divergents. Surtout quand tu as des actionnaires différents. Il y a des actionnaires différents, il y a des visions différentes, il y a des cycles de maturité différents. Et donc ce qui est important, c'est de cadrer ça dans des relations contractuelles. Donc nous, même si parfois on a des mêmes actionnaires ou on avait des mêmes actionnaires, on a des relations. Est-ce qu'on s'adresse comme partenaire? Ou si je t'amène un lead, je suis rémunéré ou pas? Est-ce que je t'adresse comme client ou fournisseur? Je prends l'exemple de la société logicielle.
On est client de leur solution logicielle. C'est ça. Ils sont clients ou ils utilisent nos techniciens de Bipar pour installer ça. leur hardware. Donc c'est hyper important Ouais. de différencier. Et parfois on est collègues parce qu'on est sur le même plateau de bureau. Donc partenaire, client, fournisseur, collègue. J'ai mal à la tête. Donc, Enfin, il mais faut donc, que ce soit cadré, il faut ouais. que c'est important de se dire, ok, Ouais. mais là on communique. Pourquoi en fait? J'ai un problème de contrat, ok, mais alors c'est une relation de client et fournisseur. Ouais. Je t'amène un lead, on est partenaire. C'est ça. Et donc je pense que c'est important de dissocier ça et d'être bienveillant. Et voilà quoi. Mais c'est crucial, hein. On ne se rend pas compte, mais quand tu fais du multi-projet, moi, on est en plein dedans, structurer les relations entre toutes les boîtes. PropTech Lab, Lux PropTech, Recap, il y a Relevation, Urban Tech Hub, enfin c'est... Mais donc par contre, je pense que typiquement, je donne un exemple, la semaine passée, on a eu un sujet de contrat avec ZX. Moi, je ne suis pas dans les discussions. Je sors et je laisse les personnes opérationnelles, tant chez Bipar et ZX, de trouver des accords entre elles. Parce que sinon, Faut que ça marche, moi je suis pas objectif. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, tu as parlé un peu de la vision. J'aimerais qu'on approfondisse ce sujet-là. Donc j'avais entendu la phrase qui disait que la vision, c'est la capacité à voir des choses là où personne ne voit rien. Okay. Donc avoir de la clarté là où les gens ne voient pas forcément. Moi j'ai toujours trouvé que tu as une très bonne vision. Depuis au tout début, le remplacement du concept de propriété par le droit d'usage, et on était en 2019, enfin 2009, 2010, etc. Bien avant coworking, co-cooking, mutualisation, etc. Enfin c'était au tout début. Donc premier bon élément de vision. Puis ensuite je me souviens qu'il y avait eu une vision de, et ça c'était plus 2019 du coup, transformer les parkings en hub de mobilité, en hub intermodaux, en se disant que le parking ça allait être plus que juste un endroit pour mettre sa voiture. Donc encore une vision un peu du futur. Donc ma question c'est comment est-ce que tu fais pour nourrir ta vision ? Est-ce que tu la travailles ? Est-ce qu'il faut travailler 50% de son temps la vision, 50% de son temps l'exécution ? Ou comment est-ce que tu fais pour rester inspiré et visionnaire ? S'estomper quoi. Mm-hmm. Bon, d'abord on en a parlé en introduction, il faut être passionné par ce que tu fais. Si tu es passionné, tu te documentes en permanence, tu lis, tu te renseignes. C'est pas que tu te forces à passer X% de ton temps, c'est une partie de ton temps libre le soir. Tu te mets des alertes, tu te mets des articles, de la presse spécialisée ou des choses qui te nourrit. C'est ça. Moi, je pense que le plus important, et tu parlais de la notion de propriété et d'usage, j'ai toujours cette vision, mais on était beaucoup trop et on est toujours en avance sur le marché. On n'arrive pas aujourd'hui. On a discuté ici avec le propriétaire de ce bâtiment pour un projet notamment à Waterloo pour faire cette notion de propriété et d'usage. Mais le marché, la réalité, même si tout le monde est gagnant sur le papier, les gens ne sont pas prêts. Je veux ma place de parking. Je veux, donc, on avait la vision, on l'a toujours, mais l'exécution, c'est que le time to market n'est pas spécialement bon. Donc il faut parfois aussi accepter de dire, mais en fait, la vision est bonne, on irait un jour, mais en fait, on est trop tôt. Pour l'autre sujet, les autres sujets, je pense que ce qui est important, c'est d'être en relation avec ses clients. Donc moi, je passe beaucoup de mon temps à des rendez-vous commerciaux et à discuter avec des pairs de mon secteur. Mais mon secteur, c'est pas que la mobilité, c'est pas que l'immobilier, c'est aussi la tech. Donc aujourd'hui, 100%. on est à fond, parce qu'on est une boîte opérationnelle, sur des réflexions sur comment l'intelligence artificielle va nous permettre d'automatiser un maximum de processus. Bipark, c'est grosso modo 1000 à 1500 tickets par semaine. 1000 à 1500 tickets de support, d'appel, des éléments de facturation, etc. Barrière qui marche donc, pas. Comment est-ce qu'on peut utiliser… Aujourd'hui, on engage des personnes. Ouais. Comment est-ce qu'on peut utiliser le temps de ces personnes pour faire des tâches à valeur ajoutée, pour essayer d'automatiser un truc. Donc, je veux dire, la vision n'est pas que spécialement une stratégie de go-to-market ou autre, c'est comment est-ce que tu vas utiliser aussi les nouvelles technologies qui vont te permettre de te rendre plus efficient et du coup plus compétitif sur ton marché. Et donc, être en contact avec les clients, discuter avec ses pairs et savoir se remettre en question et en fait de se nourrir en effet par des lectures, podcasts et autres. Mais c'est lié à ma prochaine question qui est la notion de motivation, parce que je trouve que tu as toujours eu un bon mindset, en tout cas ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est-à-dire combatif, charismatique, passionné, mais aussi énergique, donc tu as faim, tu es humble, donc c'est un bon mindset, mais tout le monde a des highs et des lows, et donc comment est-ce qu'on peut garder ce niveau d'énergie, de dedication, ce niveau de motivation et ce niveau de productivité? Est-ce que ça t'arrive quand tu doutes ou quand tu perds en productivité d'être moins efficace, etc. Et qu'est-ce que tu fais alors, tu vois? Alors, ce que je pense qui est important, c'est pour ceux qui font un peu du sport,
c'est déjà de décomposer en périodes beaucoup plus courtes. Si tu te donnes des objectifs annuels et que tu n'arrives pas à ton objectif, tu as l'impression que tu as foiré toute ton année. Ouais. Donc ça, c'est déjà un truc où tu te dis... et c'est quelque chose que j'ai appris de la CEO de Pinterest, où j'ai eu la chance de faire une formation avec elle. Même les grands groupes comme ça redécomposent. Donc une année, c'est 4 trimestres. Donc ce que tu l'englobes, comme tu les appelles OKR ou autre chose, c'est des objectifs qui résultent, c'est des objectifs transformationnels clés de ton entreprise par trimestre, qui sous-tendent à une stratégie annuelle, qui eux-mêmes sous-tendent à une stratégie plus long terme à 4-5 ans. Ouais. Donc nous, on a une stratégie 2026 qu'on découpe en objectifs annuels, qu'on redécoupe en objectifs trimestriels. Et là où je veux en venir, c'est qu'après un trimestre, c'est 3 mois, et après un mois, c'est 4 ou parfois 5 semaines. Et en fait, chaque semaine, tu te fixes des objectifs. C'est ça. Et du coup, tu peux avoir des up and down, mais c'est impossible que sur des semaines, tu ne vas pas avoir 4-5 semaines avec que du mauvais. Donc il faut prendre le bon pour t'énergiser et te positiver. Il faut prendre le moins bon pour essayer de te remettre en question, pour essayer de mettre en place des projets justement qui font en sorte de sortir de cette impasse. Ça, c'est la manière organisationnelle. La manière, après plutôt humaine de s'énergiser, c'est de bien s'entourer avec un management qui est résilient, avec des board members, avec des mentors, avec des personnes chez qui évidemment tu peux t'adresser pour essayer évidemment de te motiver. Et le dernier point, je pense que c'est ton cercle privé, amis ou famille, qui aujourd'hui doit être une soupape de décompression, pas spécialement où tu dois communiquer de tes problèmes, mais sur lequel tu peux t'éviter à penser qu'à ça, quoi. In fine, ça reste qu'un projet, hein, et c'est pas parce que ça marche pas que ta vie est spécialement ratée. Au contraire, c'est des apprentissages qui te permettent de rebondir sur d'autres choses, quoi. C'est ça. C'est qu'un projet, mais c'est aussi un lifestyle. Donc, il faut mettre une bonne border. Ok, très clair. Et tu as parlé de plein d'autres sujets dont on aura peut-être le temps d'approfondir, notion de résilience, etc. Peut-être, j'aimerais aussi que tu nous expliques tes retours d'expérience d'avoir des corpos sur ta cap table, dans ta cap table. Je pense à Bouygues, mais peut-être à d'autres. Donc, de manière générale, on dit c'est risqué d'avoir des corpos dans la cap table parce on peut avoir une... Enfin, je vais peut-être pas parler pour toi, je vais te laisser dire toi tes retours d'expérience. Alors, j'ai des très bons retours et des très mauvais retours. Alors, je vais essayer de prendre le bon et de nourrir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le mauvais était mauvais. La première chose, c'est qu'il faut le faire à un bon moment par rapport à ton cycle de développement de ta structure. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de pouvoir accueillir un corporate. Je m'explique. Dans la genèse d'un produit ou ton organisation interne, ton middle management, la manière dont tu reportes n'est pas mûre, ça ne sert à rien d'aller te mettre une espèce d'épée Damoclès qui va te nécessiter du temps en reporting, en exécution, sur lequel finalement tu n'as pas envie de mobiliser des ressources. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Groupe Bouygues. Le deuxième, c'est-à-dire qu'on était trop tôt pour les accueillir, mais je pense que la stratégie du corporate venturing, leur stratégie n'était pas spécialement bonne. Ça veut dire que les tickets d'entrée n'étaient pas suffisamment importants pour qu'ils dédient du temps et de l'intérêt. Je comprends. Et du coup, leur participation n'était pas suffisamment importante. Et du coup, tu avais les deux mauvais côtés de la face. C'est que tu avais un corporate, mais en fait, il nécessitait le reporting et la bande passante pour pouvoir finalement faire en sorte que lui, ça satisfait par rapport à ses exigences internes. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent de la société, quoi. Et donc l'argent des actionnaires de la société. Ce qui est différent, évidemment, d'un fonds ou autre. Et donc ça, pour moi, c'était pas suffisamment d'alignement d'intérêts. Le momentum par rapport à notre développement n'était pas bon. Le groupe Indigo, c'est différent. Ils ont pris une majorité, donc ils ont 60% du capital. Ils ont mis un montant qui est assez important pour pouvoir s'intéresser. Et c'est surtout qu'on a, et ça je le recommande, 5 ans qu'on collabore ensemble. Moi je m'étais dit, plus jamais je bosse avec un corporate. Et en fait, c'est marrant parce que je lui montrerai le podcast. Je l'avais vu à la Fédération des parkings il y a quelques années. Et Indigo, c'est Vinci. Et il m'avait dit, ah toi t'es Big, moi je suis Vinci. Les deux gros mentors, enfin les deux gros mastodons en France. Pour lui, j'étais Bouygues. Alors que Bouygues avait 5% du capital. Et il ne s'était jamais intéressé à nous parce qu'on était Bouygues. Exact. Engie, qui s'était intéressé à nous, aujourd'hui, il y a eu une opération M&A, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui a capoté. Bouygues Énergie
était concurrent Engie, donc ils ne s'étaient pas intéressés à un moment à nous à cause de ça. C'est ça. Donc il faut faire attention que finalement ça ne te crée pas des barrières qui limitent ta croissance en termes de partenaires. Ouais. Et là où Indigo, pour moi, c'était hyper important, c'est qu'on a bossé pendant 5 ans ensemble, qu'on a fait des partenariats, que les équipes opérationnelles ont pu travailler ensemble. Parce que ce n'est pas parce que le top management y croit que derrière, au niveau des équipes opérationnelles, ça fonctionne. Bien sûr. Et donc, c'est d'abord important qu'il y a la mayonnaise qui prend au niveau des équipes opérationnelles. Et ensuite, je pense que le top management, il sera enclin à envisager ça. Et moi, si je le ferais, mais c'est mon avis vraiment purement personnel, il faut que ça soit des corporates qui, du coup, aient une majorité et donc que c'est un exit potentiel à terme. Mais à part si c'est une stratégie d'Amadeus et d'en prendre 10 corporates et qu'alors donc Amadeus qui était un exemple dans le secteur de l'aviation où toutes les compagnies aériennes étaient actionnaires de la plateforme. Là, alors, ok, mais c'est une stratégie en soi, quoi. C'est que c'est un co-actionnariat, quoi. Le risque, c'est juste peut-être le conflit d'intérêt au niveau de la valo, de l'exit peut-être, mais bon, c'est déjà un premier... Non, parce que tu le cadenasses dans des contrats. Hein. Je veux dire, tu peux te mettre des moments dans ton contrat avec des valeurs qui sont définies au préalable ou si ils veulent te racheter ou si tu veux les obliger de te racheter, tu peux très bien définir des valeurs. Donc, je pense que ça se règle. Ok. Bon, j'ai encore flopé de questions, mais on n'aura pas le temps pour tout parce que j'aimerais aussi leave the floor open for questions dans l'audience ici. Peut-être 2 dernières questions. La première, c'est ce que Ron Baron disait, qui est donc le fondateur de Baron Funds, qui est un fonds d'investissement VC de 50 milliards de dollars. Donc il est un grand investisseur dans le sens great, donc un investisseur très bon. C'est quelqu'un qui comprend le monde, qui voit les opportunités, qui voit les tendances dans le monde. Donc c'est vraiment juste le common sense presque. Mais moi je crois peut-être un peu naïvement qu'en plus de comprendre le monde, c'est aussi important d'avoir des valeurs, d'être une personne vertueuse. Une personne qui a des bonnes valeurs ou des grandes valeurs. C'est quoi des bonnes valeurs? Grande question, mais j'aimerais avoir un peu ton point de vue à ce sujet. C'est quoi, toi, tes valeurs personnelles? Est-ce que tes valeurs, elles ont aussi évolué? Est-ce qu'elles peuvent évoluer? Oui. Moi, je pense qu'elles évoluent, évidemment. Parce que pour moi, la valeur d'une entreprise est souvent incarnée par la valeur de son ou ses fondateurs. Ça, c'est indéniable. Et pour moi, en fonction de la maturité et de l'évolution personnelle de l'entrepreneur ou du fondateur, ces valeurs vont évoluer. Au début, Bipark, on avait énormément de valeurs sur l'innovation qui sous-tendent à la R&D, à l'entrepreneuriat, à toutes des choses qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Ça veut dire une plateforme diversifiée avec du multiservice. Aujourd'hui, de par la taille, on est sur des valeurs beaucoup plus sur l'esprit d'équipe, l'agilité, la passion, l'ownership. Ça veut dire la prise d'initiative personnelle où des membres de l'équipe peuvent intraprendre. Ouais. Et donc ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Mais moi, ce qui est une des valeurs, les 2 valeurs les plus importantes, on en a 5, je peux les citer très rapidement, mais donc c'est le côté ambition. Moi, je ne suis pas là pour faire du statu quo. Je dis toujours à mes collaborateurs, je préfère que tu avances, quitte à que ça soit dans la mauvaise direction, mais je challenge constamment le statu quo. Évolue ou pourri. Voilà. Il y a un peu cette phrase. Ambition, de faire des projets ambitieux. C'est pas pour ça qu'il faut de prendre des risques qui sont démesurés, loin de là. En équipe. Donc moi, si je le fais, c'est le côté team spirit, célébrer les moments difficiles, se soutenir ensemble aussi. Donc de le faire en équipe, c'est hyper important. La partie, comme je le disais, ownership, c'est que soutenir la prise d'initiative individuelle des collaborateurs. Et ça, c'est fondamental. Et après, c'est ce côté évidemment agile, de même en grandissant, rester le plus agile et le plus flexible possible et pas devenir une société bureaucrate avec trop de process, tu le process, même s'il en faut un peu, quoi. C'est ça. Donc moi, je pense que voilà, les valeurs, elles sont ce qu'elles sont. Et je pense que dans le management, il faut parfois être strict ou s'il y a des personnes qui n'incarnent pas ou ne respectent pas ces valeurs, c'est pas grave. Ouais, il faut savoir le dire et il faut savoir se dire, elles ne vont pas s'épanouir ici, il vaut mieux qu'elles aillent rejoindre un autre projet qui correspond plus à ses valeurs. Donc il ne faut pas imposer, pour moi, spécialement ses valeurs et sa vision des choses, quoi. Ok, dernière question, merci beaucoup pour tes éléments de réponse, c'est l'importance de la résilience. Donc, Tanguy Cuero, qui était directeur GLL Spark, maintenant il change, mais il m'a expliqué une fois que
Pour lui, ce qui était le plus difficile dans le processus de décision d'investissement dans une startup, c'est la HR due diligence. Parce que tu peux regarder les chiffres, le BP, tu peux faire une due diligence technique, légale, etc. Mais au niveau de la qualité du management, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins tangible. Enfin, c'est beaucoup moins objectif. Et donc, il disait un des trucs qu'il adore, c'est quand il y a la notion de résilience. Quand les entrepreneurs ont fait face à des gros challenges, des grosses crises, qu'ils ont pu s'adapter, absorber ces crises et les traverser, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans la notion de résilience, c'est que peut-être si tu as souffert, tu as expérimenté le problème, tu as peut-être un peu plus de substance, un peu plus de drive, un peu plus de, peut-être même de mérite à réussir. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu as souffert que tu vas réussir. La souffrance n'est pas un passage obligatoire vers le succès, mais je pense que parfois ça peut donner un peu plus de motivation, de drive ou de substance. Mais alors Eric Évrard, notre copain commun, m'a un jour dit qu'il y a une frontière très ténue entre la souffrance et l'entêtement. Et donc à un moment, il faut dire stop. Et donc j'aimerais avoir un peu ton point de vue là-dessus. Est-ce que la souffrance est importante ou bien est-ce qu'il faut c'est juste du sadomasochisme à la fin? Donc tu parlais de résilience. Pour moi, c'est de croire qu'un projet entrepreneurial, c'est que comme ça, c'est jamais le cas. On sait que c'est un processus en dents de scie. Il est clair que si la dent de scie fait que descendre, à un moment, il ne faut pas s'entêter, faire preuve de mettre des œillères et de pouvoir objectiver en disant mais là, ça ne va pas et ça n'ira pas mieux et donc voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir des hauts, des bas et d'avoir vécu de par son expérience des passages compliqués, te forge ton mental et t'aide évidemment à anticiper d'une part et aussi à traverser les passages plus compliqués futurs. Nous, on a eu quelques passages extrêmement compliqués fin 2017 où j'expliquais qu'on a des opérations M&A qui ont capoté. C'est pas juste se dire « Ah, je voulais faire une levée de fonds, elle ne s'est pas faite ». C'est un processus qui a duré 18 mois. C'est plus de 150 000 € de banque d'affaires payés. C'est d'avoir tiré sur la corde au niveau de ton besoin en fonds de roulement. On était face à un mur de 800 000 € qu'on a dû trouver. Et donc, c'était soit on trouvait, soit on mettait la clé sur le paillasson. Et donc, il faut se dire que tu as Noël, le 19 décembre, on t'appelle et on dit ah, finalement le processus, on arrête. Parce qu'en fait, c'était une société française, on n'a pas eu l'accord des comités de participation de l'État. Parce qu'un des actionnaires était lié à une société étatique française. Et toi, tu te retrouves le 19 décembre à devoir appeler tes actionnaires en disant écoute, tu pensais que tu allais vendre, mais en fait, tu ne vends pas. Et tu vas réinvestir. Et tu dois réinvestir parce qu'on a un problème de cash. Ouais. Et en plus de ça, un de nos actionnaires, qui était Bouygues, on lui avait demandé de partir parce qu'en fait, il était conflicté avec le nouvel investisseur. Ouais. Donc lui, il veut partir, donc il faut mettre 800 000 €. Comment on fait? Et c'est là où tu vois aussi qui sont tes vrais partenaires. Et là, nos actionnaires de l'époque ont fait preuve d'énormément de solidarité. Ils nous ont mis en place une obligation convertible, ça veut dire un prêt. 8%, 7%. Oui, parce que le problème, c'est que si tu mets ça en equity, à quelle valeur? Ouais, et tu ouvres la boîte de Pandore et tu te retrouves dans des systèmes où il y a toujours un lésé. Ouais. Donc ça, c'était un des passages extrêmement compliqués. Ouais. Et l'autre passage, c'était le Covid, où en effet, c'était des périodes où nous, on a continué à faire de la croissance, mais c'est des manières où on a dû se réorganiser et trouver vraiment des manières de réussir. Donc moi, je pense qu'il faut vivre, c'est comme le sport, des moments où tu dois faire preuve de mental pour évidemment acquérir en expérience. Par contre, à un moment, objectivement, il faut savoir être raisonné et dire « Ok, là, les tendances ne sont pas bonnes, ça fait des mois que j'essaye et que je me bats, il n'y a pas d'indicateur positif. Soit il faut pivoter, ouais. Soit il faut faire autre chose, mais il ne faut pas faire preuve, comme tu dis, d'entêtement et voilà, quoi. » Très clair. Merci mon cher, c'est la fin de notre session. Merci Idriss. Trop cool.